des films Disney en avant-première pour présenter un concert qui va être très intéressant cet après-midi et demain après-midi à la Cité de la Culture avec Cerise Calixte, mais également des artistes tunisiens et des chansons qui vont être interprétées en français et en arabe, des chansons de Disney. Et puis cette table ronde à laquelle je tenais particulièrement car depuis 80 ans, Disney fait des films avec des princesses. Une des dernières, c'est Elsa de La Reine des Neiges, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et la toute première, en 1937, c'était Blanche-Neige, dans Blanche-Neige et les 7 nains. Et pendant ces 8 décennies, les princesses ont beaucoup évolué, mais au fur et à mesure où elles grandissent, on s'aperçoit que ce sont des femmes fortes, que ce sont des femmes qui suivent leurs rêves et qui s'affranchissent des stéréotypes. Et notamment, sur les 10 dernières années, beaucoup d'entre vous ici ont dû voir des films comme Rebelle, ou comme Réponse, ou comme La Princesse et la Grenouille. On s'aperçoit que les films de Disney, les héroïnes de Disney, sont de plus en plus proches de la réalité. Et aujourd'hui, ce qui compte pour nous, avec ce programme Crois en tes rêves, princesse, c'est de faire en sorte que le public s'inspire de ce qu'on dit dans les films pour pouvoir aller plus loin et réaliser ses rêves. Alors, depuis 2016, comme vous le disiez, on a organisé quelque chose qui s'appelle Dream Big Princess en anglais, Crois en tes rêves, princesse en français, et qui permet d'aider des associations, et notamment une association qui s'appelle Girl Up, à réaliser des choses autour de ces sujets-là. Et je vais vous montrer un petit film, et je m'arrêterai ici, qui va vous montrer ce qui a été fait. C'est un petit film d'1 minute 30, qui va vous montrer ce qui a été fait notamment avec des filles qui ont fait une vingtaine de petites vidéos sur des femmes qui ont réussi à faire des choses extraordinaires dans leur vie. Et puis après, on pourra passer à la table ronde. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci encore à toutes les personnes qui ont rendu possible cette table ronde et à toute l'équipe de Disney qui a organisé ça. Bonne journée. My favorite Disney princess has to be Belle from Beauty and the Beast. She was a reader, she was someone who wasn't complacent with her life. I remember from the movie, there was this lyric, I want more than this provincial life. And since I was so young, I can really resonate with that. I've always wanted more. Dreams, they allow you to see beyond your immediate circumstance. If you don't dream big, there's so much talent that can go to waste. That you don't have that little fear, you're going to be on the sidelines a long time. Either keep dreaming or give up, and so I decided to keep dreaming. Storytelling allows people to get a glimpse into other people's lives, and through that we get empathy, we get compassion. It's not only allowing women to be able to see what they're capable of, it gives to the whole world. We have the responsibility to hand that baton of belief and self-belief and positivity to the next generation. Trust that you have a right to create, that you have a right to be an artist, you have a right to have a voice. And I think when you dream big, you have to take a huge leap sometimes. Merci beaucoup Jean-François Camilleri pour cette petite introduction. Elles sont courageuses, elles sont ambitieuses, elles sont combatives, elles sont rêveuses, elles sont téméraires. Elles, c'est les princesses Disney avec chacune son propre parcours, ses propres rêves, ses propres qualités également. Et ça, c'est à l'instar donc de nos invités aujourd'hui, des invités qui ont su rêver grand, elles aussi, pour devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Elles sont des femmes influentes, elles sont des femmes qui justement ont beaucoup d'influence sur les Tunisiens particulièrement. Alors c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui, toutes les trois.
même on aurait espéré avoir les 4. Mais voilà, vous nous inspirez et puis surtout on est heureuse parce que là on parle de réussite professionnelle, mais il n'y a pas que ça, il y a des valeurs humaines derrière, il y a un sens de partage exceptionnel. Chacune de vous a derrière elle vraiment, là Madame la Ministre va partir dans quelques temps pour continuer une plénière, puis Barlibi est venue exceptionnellement en Tunisie pour cette table ronde. Madame Ouidet Bouchamewi également a prévu un voyage demain, je crois, de travail, donc elles sont là pour partager avec vous et ça c'est très important. Les valeurs humaines également, au-delà de la réussite professionnelle. Mais je sais que tout le monde est curieux de connaître comment vous en êtes arrivés là, mesdames. Je vais commencer par vous, Madame la Ministre. Je vais vous... Venez à côté de moi. Si vous vous sentez mieux, et voilà, on va rester là. Et je vais poser la question, je vais me mettre à... Allez-y, mettez-vous là. Je vais vous poser la question justement, parce que j'ai eu la chance de vous rencontrer en amont, d'avoir un petit peu une idée sur votre parcours. Je sais que vous avez grandi dans une famille où la place de la femme était importante, mais que vous avez pris conscience très jeune quand même de la situation difficile pour les femmes en Tunisie, et même sur l'échelle internationale, parce que vous avez fait vos études en France. Et donc vous avez commencé un militantisme très jeune, étudiante, vous m'avez dit avoir été interprète pour les patients maghrébins dans les hôpitaux français, vous avez fait partie de plusieurs ONG. Moi je suis curieuse et j'imagine eux aussi de connaître un petit peu ce parcours et comment vous avez eu le déclic pour ce militantisme. Merci beaucoup, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier tous les initiateurs de cet grand événement et je remercie ma grande amie, Madame Bouchamewi Ouidet. Je remercie notre jeune athlète, Madame Ghribi. Je remercie toutes les personnes ici présentes. Réellement, permettez-moi d'abord d'exprimer ma fierté d'être née en Tunisie et d'être également née dans un moment où Fahbi Bourguiba a ouvert les portes grandes ouvertes pour les filles aussi bien que pour les garçons. La mixité existait et on avait une grande histoire, un élan national pour l'éducation, pour la libéralisation des femmes. Et donc, comme vous le disiez, tout était pour moi quelque chose d'extraordinaire, un pays jeune qui promet une volonté politique d'un grand homme, Mahbi Bourguiba, qui nous a ouvert la vie aux grandes choses et des choses extraordinaires. Je vous raconterai ce que Bourguiba aussi a joué dans ma vie, qui était aussi déterminant. C'est un petit secret que je dirai tout à l'heure. Bien sûr, moi je suis née dans une famille, je n'ai pas honte de dire, bien au contraire, je suis fière d'être née dans une famille modeste. Je suis née après l'indépendance et à l'époque, toute la Tunisie pratiquement était pauvre, modeste. Et ceux qui ont mon âge se rappellent qu'on faisait beaucoup, qu'on traversait beaucoup de chemins pour aller à l'école et qu'on n'avait qu'un seul livre à lire et qu'on doit vraiment faire très attention pour le transmettre aux frères, à la sœur et à toute la famille. Donc un seul livre doit être transmis à tout le reste de la famille. C'est quelque chose d'important. Et aussi, quand on est né dans une famille de militants, mon père, ma mère, la famille de mes deux parents, originaires du Kef, étaient des militants. Ils recevaient les Felleg à l'époque, c'est-à-dire les militants qui se défendaient, qui voulaient vraiment l'indépendance de la Tunisie. Ma mère m'a appris comment tenir un fusil et comment se défendre. Donc la première image c'était ça, et mon père m'a appris des choses aussi très importantes, c'est la droiture, l'honnêteté, et il m'a appris que tous les jours, lui, il se levait à 5 h du matin pour aller travailler, pour nous apporter tout ce qui est bon pour aller travailler. Et il me disait toujours, ma fille, ton avenir c'est dans ton stylo. Mustaqblik fi stylo,
Donc là, c'est des images qui restent quand même très importantes dans notre vie, qui nous marquent. Et puis, il voulait que je devienne une personne importante. C'était ça son rêve. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école et qui voulait vraiment que sa fille aille très, 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 très loin. Et je lui dois, je m'incline pour faire une grande prière pour lui, pour ma mère, qui était un exemple de femme aussi droite, qui me disait toujours « Donc, c'était une leçon pour moi de travailler très dur, avancer et avoir des valeurs. Mes oncles m'ont appris à travers les contes de Jézia el-Hilaliya. Jézia el-Hilaliya, c'est une femme qui était extrêmement belle, mais qui était aussi la conseillère de la tribu des Bani Hillel. Et c'est elle la femme leader. C'est elle à qui on revient pour les conseils. Elle était à la fois cette femme sage et donc à côté de cela, mon père m'a offert un premier livre de Leila Barlabaki, Ana Ahya, Je vis. Et donc c'est une histoire et un autre livre en français. Pourtant il ne savait pas lire, mais quelqu'un peut-être lui a conseillé de m'offrir ces livres très jeunes. J'ai lu le livre de la petite fille modèle, c'est-à-dire comment on s'assoit, comment on s'habille, comment on parle aux gens, etc., etc., etc. Donc, enfant et plus tard jeune, bien sûr, la société tunisienne aussi nous a appris beaucoup. Et je salue la société tunisienne où les femmes étaient portées très haut, hissées très haut, avec une détermination politique très importante. Et je ne cesse pas de parler de Feu Habib Bourguiba. Je suis allée en France parce que mes parents ont immigré en France. J'ai fait des études secondaires et supérieures. Et à l'époque, il y avait quelque chose d'extraordinaire en France. C'était mai 68. Et donc, une effervescence d'idéologie, beaucoup de barrières qui devaient être détruites. En 72, il y avait le procès de Bobigny, et ce procès de Bobigny, en 68, la Tunisie avait aboli, avait permis la contraception, l'avortement, et en France encore, les femmes se battaient pour la libéralisation de l'avortement. Et je voyais des femmes qui partaient par centaines avec des avions pour aller se vider. C'était affreux pour moi, étant jeune au lycée, de voir des femmes aller se vider en Hollande, en Angleterre et revenir dans des avions. Et donc, Madame Simone Veil était là, elle voulait mettre en place une loi et elle a réussi à mettre la loi, et également Madame Gisèle Halimi, notre grande avocate tunisienne que je salue, c'est elle qui a créé le mouvement de libération des femmes. Donc j'étais dans la mouvance, je suis sortie bien sûr dans la rue pour militer avec toutes les femmes du monde, parce qu'il n'y avait pas que les femmes françaises à l'époque, mais vraiment on était toutes concernées par ce problème. Et quand j'étais élue pendant 6 ans, représentante des étudiants nord-africains à l'Union des étudiants de France, c'était quelque chose de très important pour moi. Donc la vie politique, la vie de militante très jeune, je n'avais même pas encore 20 ans, s'ouvrait devant moi et je voyais que la vie, ce n'est pas l'argent qui doit compter, ce n'est pas la fortune qui doit compter, mais ce qu'on doit apporter aux autres qui compte. Et en 72 aussi, il y avait la publication du livre La politique du mal de Kate Millett, une grande écrivaine américaine qui parlait justement de cette justice, de cette manière de défendre les intérêts des personnes humaines. Donc tout ceci conjugué avec mon histoire personnelle plus l'histoire de toutes les femmes ont fait que lorsque, pour gagner ma vie, pour poursuivre
mes études, parce que je devais faire 2 cursus en même temps, des études en droit et des études en civilisation arabe ancienne. Donc je devais travailler parce que ma famille ne pouvait pas assurer mes ambitions personnelles et tout ce que je voulais faire du journalisme, du théâtre, etc., etc. Donc je devais travailler et donc j'étais interprète dans les hôpitaux et dans les tribunaux. Et là, je me suis rendu compte que la souffrance humaine, que ce soit des femmes migrantes ou alors des enfants migrants, et là aussi, c'est vraiment des souvenirs. Et j'ai décidé d'être juge pour enfants maghrébins. Et la vie a voulu et le destin peut-être aussi, parce que par moments, je deviens fataliste. Je dis que bon, j'ai pas pu, ou alors j'ai choisi de faire une autre carrière. Je suis devenue professeure. J'adore ce métier. J'ai adoré, et je trouve que c'est un métier extraordinaire de rencontrer des élèves, de communiquer avec eux, de changer les mentalités, de leur donner de l'espoir par moment. Donc, je ne sais pas, j'espère que j'ai répondu à votre première question. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est un joli parcours resté, parce que j'ai encore deux deuxièmes questions. Très joli parcours, et justement, on voit que vous avez été beaucoup influencé, que ce soit par vos parents déjà, par votre entourage, par des livres, par des écrivains, par des personnalités que vous avez eu la chance peut-être de rencontrer en France. Donc beaucoup d'inspiration. Là, on essaie de voir ce qui se passe en Tunisie et on se pose la question sur les héros fictifs ou réels. Est-ce qu'on peut, selon vous, brainstormer ensemble et imaginer un profil d'un héros ou d'une héroïne qui pourrait influencer toute cette jeunesse, toute cette nouvelle génération? Il n'y a pas... Bon, je voulais vous dire que Bourguiba a joué aussi quelque chose de très important dans ma vie. En 1972, Bourguiba a visité pour la première fois, au mois de juillet, la France, après l'indépendance. Je passais mon bac oral et en histoire, donc j'ai tiré au hasard et je suis tombée sur l'histoire de la Turquie. Et bon, je connaissais ma leçon par cœur, puis le professeur voulant me mettre un piège, il m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre Bourguiba et Kemal Atatürk? Pensant que je ne connaissais pas l'histoire de mon pays. Donc j'ai débité la comparaison entre Bourguiba, les jeunes turcs, la libéralisation des femmes, etc., etc. Je suis sortie avec un 18 en histoire. Et donc, quelque part, je dois ma réussite au bac à Bourguiba aussi en 72. Donc, ce qui est important, ce n'est pas parce que maintenant l'image de Bourguiba revient, parce que c'est vraiment un héros national qui a aimé son pays avec abnégation. Il a aimé sans compter, il a donné sans compter, et surtout les valeurs qu'il portait. Il a aimé son pays, son peuple, sans vraiment compter quoi que ce soit. Et donc, les valeurs ou le profil de l'héros que j'imagine, c'est une femme ou un homme qui porte dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, tout ce peuple tunisien, hommes et femmes, et qu'avec amour et passion, et aussi avec abnégation, avec patriotisme, leur donne toutes les chances de rêver et leur donner aussi une grande valeur. La plus grande valeur, c'est le travail, l'honnêteté, l'intégrité, ne pas raconter n'importe quoi aux gens. Il faut vraiment transmettre une confiance, partager une confiance mutuelle et surtout ce qui compte pour moi, c'est vraiment le mot que je souligne, c'est le respect. Un respect pour soi et un respect pour l'autre et un respect mutuel. Sans respect, on ne peut rien faire. Voilà, merci. Merci pour cette dernière phrase. Sans respect, on ne peut rien faire. Avant de vous libérer pour rejoindre votre
votre chaise. Juste parce que je sais que toutes ces valeurs-là, vous essayez de les appliquer, j'imagine, au sein de votre ministère. Donc pour finir, nous on a envie de savoir. Nous on a envie de savoir ce que fait le ministère pour appliquer toutes ces valeurs aussi. Oui, bien sûr, c'est le ministère de la Femme, Famille, Enfance et Seniors, c'est un éventail de la société entière. Donc on commence par la petite enfance jusqu'à les personnes âgées. Et donc quand on travaille au ministère, on a une vision globale de la société. Mais après, il faut mettre des stratégies pour chaque secteur. Une stratégie pour l'enfance, et nous venons de mettre en place une stratégie nationale multisectorielle pour la petite enfance. Et également, vous savez, en 2017, on a décidé de faire l'année de l'enfance 2017. Ce que j'ai appelé l'année de l'évaluation 2017. Ce qui nous a permis de connaître le fond des fonds de l'enfance. Et on a découvert plein de choses, mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est concerté, et donc on a fait de 2018 l'année de la révolution pour l'enfance. Et cette révolution, elle est passée par d'abord les lois, réviser certaines choses, donner aux enfants le bonheur. Et surtout donner aux enfants qui sont les pupilles, entre guillemets, qui sont sous la protection de notre ministère, la joie de vivre, le bonheur, d'être comme si ils étaient dans leur propre famille, les faire nourrir comme il faut, leur donner la meilleure éducation et également tout ce qu'on peut donner à un enfant. À mon enfant, à votre enfant. Et donc, c'est pour ça que, bon, peut-être mes collègues ici présentes, elles peuvent vous parler de tout ça. Également, on a fait toute une stratégie, et la Tunisie est fière d'avoir mis en place pour la première fois un code de protection des personnes âgées, les seniors, et tout ce qui concerne la femme, la loi de lutte contre la violence faite aux femmes, et la Tunisie est classée parmi les premiers pays. On a traduit la loi de lutte contre la violence faite aux femmes en français, en anglais et en braille. Et donc cette loi n'appartient plus à la Tunisie. C'est une loi qui est devenue une loi qui appartient à l'humanité entière. Et ça, c'est très important. Dorénavant, tout ce que nous allons produire sera traduit en braille. Et au sein du ministère, on est en train aussi de travailler sur le langage gestuel. Parce que pour nous, on ne doit exclure aucune personne de la société. Et je souhaite, et je remercie mes collègues, qu'ils soient présents ici, ou ceux qui travaillent ou qui font quelque chose à l'extérieur, pour le travail, pour le dévouement, pour la sincérité. C'est vrai que, bon, par moment, je suis franche de caractère, que par moment, c'est pas toujours gai, mais on essaie de mettre dans tous les domaines, mais on essaie quand même de mettre de la gaieté, d'apporter de la gaieté et surtout de la confiance entre nous tous. Merci beaucoup, Madame la ministre. De la famille, de l'enfance et des seniors. Un destin particulier, un parcours assez intéressant. On y retient justement le respect des autres, l'intégrité, le travail, voilà pour ce qui est des mots qu'il faut retenir. Madame Ouidad Bouchembewi, vous préférez rester... Madame Ouidad Bouchembewi, pour parler de votre parcours, il était intéressant, voilà, quand on a un petit peu discuté en amont, de savoir que votre père, déjà toute jeune, vous disait que vous deviendriez quelqu'un d'important. Il voyait déjà en vous ce côté-là. Donc il y a vraiment un capital confiance, peut-être en soi, que vous ont transmis vos parents. Et là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est cette confiance en soi qui vous a permis aujourd'hui d'être à la tête, d'avoir été à la tête de l'un des plus grands patronats en Tunisie? Justement, un petit mot sur votre parcours, Madame Bouchembewi. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être là, surtout de partager un petit peu avec les jeunes et les moins jeunes et les personnes âgées aussi. Moi, je ne dirais pas un grand parcours, mais une petite histoire, parce que peut-être que les gens
n'ont pas une idée très claire de comment je suis devenue présidente du patronat. Mais moi, je suis très fière d'être élue la première femme arabe à la tête d'un patronat. Ça, c'est toujours... Moi, je pense que c'est quelque chose d'usuel. Toujours, la première femme dans le monde arabe, c'est toujours une femme tunisienne, dans tous les domaines. Et ça, c'est une fierté. Je rejoins également Madame la Ministre pour dire si aussi on a eu une personne, un visionnaire, Habib Bourguiba, qui a tout fait, tout donné pour la femme. Et là, moi, je parcours le monde entier et chaque fois, c'est très rare que j'oublie de mentionner Habib Bourguiba, parce qu'on doit beaucoup à nous, les femmes tunisiennes, à Habib Bourguiba, à l'éducation de l'amour de la Tunisie, et trois, cette émancipation de la femme. Pour revenir, moi je suis fière d'être aussi, je suis issue d'une famille aisée, et je le dis avec beaucoup de fierté. Mais j'ai eu un père aussi, un self-made man, donc qui n'a fait que 4 ans d'études, mais qui travaillait beaucoup. Et pour vraiment construire une entreprise, pour construire n'importe quel édifice, il faut travailler. Et mon père travaillait, disons, 18 heures par jour. On ne le voyait presque pas. Et c'était vraiment... moi, je le suppliais parfois d'aller même au lycée pour demander de nouvelles. La première fois qu'il est allé pour discuter avec un professeur, c'était l'année de mon bac. Pour dire qu'il travaillait tout le temps, et tout le temps était sur le chantier, en voyage, mais il nous a inculqué beaucoup de choses. Et puis, ma mère était une femme au foyer, qui était beaucoup plus cultivée que mon père, mais qui était une femme au foyer, mais qui a beaucoup donné par sa sagesse, par sa patience, par son amour pour ses enfants, et surtout par son éducation pour le respect des uns et des autres. Mon père nous a appris à être modestes, à respecter les uns et les autres, à bien connaître les gens et être toujours à l'écoute des autres. Et c'est même si on a vécu dans un milieu aisé, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des soucis. Il a été toujours, moi je le dis avec beaucoup de fierté, il a beaucoup fait pour son village natal, pour sa ville natale, et il nous a aussi inculqué cet esprit de solidarité que nous sommes en train de continuer par aussi la création d'une fondation en son nom qui travaille pour l'éducation et pour les jeunes. Nous sommes en train, mes frères et mes sœurs, de continuer ce que mon père a fait. Donc quelqu'un qui a beaucoup aussi misé sur la femme. Nous sommes 4 filles, 3 garçons dans la famille, et moi je suis number 2. Mais j'avais une relation très particulière avec mon père. Je l'adorais, je l'aimais, je l'aime toujours. C'est mon idole, c'est quelqu'un qui m'a tout donné, c'est quelqu'un qui m'a permis d'être là. C'est quelqu'un qui avait toute cette confiance et qui me poussait à parler, à discuter. Et je me rappelais, chaque samedi après-midi, il achetait toutes les revues, en arabe, en français, en anglais. Et au lieu on passait le samedi après-midi à lire, puis à discuter chacun, donc parler d'un sujet. Il voulait toujours nous mettre au diapason et être toujours informé de ce qui se passe. Pour lui, même s'il n'a pas fait que 4 ans d'études primaires, lorsqu'il avait besoin de travailler en langue anglaise, il s'est mis à apprendre l'anglais. Il s'est mis aussi à apprendre l'anglais et aussi à comprendre des contrats, surtout dans l'énergie en anglais. Donc pour dire, pour nous, le modèle, c'était mon père, et qui nous a inculqué aussi cet esprit d'aimer son pays, de donner sans demander pourquoi. Moi, je me rappelle des choses qui restent toujours gravées dans ma tête. Il le montrait d'une manière très simple, parfois très terre à terre. Il nous dit, il faut toujours ne jamais mettre votre main de cette manière-là. Il faut toujours la tendre comme ça. De cette manière, vous êtes en train toujours de demander. De cette manière, vous êtes là pour demander, que vous êtes là prêt à aider, à travailler avec les uns et les autres. Donc cette éducation m'a permis aussi cet élan de confiance, bien sûr, de continuer. Et comme disait tout à fait Madame la Ministre, pour nous, tout d'abord, il faut penser à terminer ses études. C'était un must. Et franchement, lorsqu'on n'avait pas de bonnes notes, il était très sévère avec nous. Parce que pour lui, l'éducation, les études, c'était la chose primordiale. Après, on peut penser au mariage, on peut penser à autre chose. Mais pour lui,
La première chose, c'est l'éducation. Et Dieu merci, tous, on a suivi un cursus universitaire extraordinaire. Et je suis très fière d'avoir vraiment terminé au maximum. Donc j'ai un bac plus 7. Donc pour dire que ça m'a permis aussi d'apprendre et surtout d'honorer plus ou moins l'engagement envers mon père. Donc, puis, bien sûr, lorsqu'on vit dans un milieu des affaires, on parle, on discute à midi, l'après-midi, le soir, lorsqu'on a l'occasion, pendant les vacances, on discute toujours des affaires. Donc, même si la présence physique n'est pas toujours là, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que j'ai repris le flambeau de l'entreprise avec mes frères et sœurs, et donc je me suis retrouvée aussi travailler dans l'entreprise familiale. Mais avant de rejoindre l'entreprise familiale, j'ai fait beaucoup de stages et j'étais du matin au soir. Et même lorsqu'on était dans l'entreprise familiale, on a commencé, moi et mes frères et sœurs, c'est-à-dire on a commencé l'échelle la plus basse. Je me rappelais la première fois lorsque j'ai mis les pieds dans l'entreprise familiale, et mon père m'a dit, bon, tu vas voir, maintenant, tu vas travailler dans le service AH et tu vas commencer avant, il n'y avait pas de pointeuse électronique, il y avait le pointage manuel. Tu vas prendre les fiches et tu vas faire le pointage manuel. Je suis rentrée, je ne pouvais pas lui dire non, je suis rentrée cette journée à la maison, j'étais toute en pleurs et je me suis confiée à ma mère, bien sûr. Je me dis, après tout ce que j'ai fait comme étude, voilà ce que mon père me donne à faire. Il m'a dit, c'est la base, il faut commencer. Il ne faut pas gérer une entreprise et tout en restant du jour au lendemain au niveau supérieur. Il faut commencer par les petites étapes. Il faut tout comprendre. Parce que là, une fois qu'un de vos collaborateurs va vous poser une question, il faut que vous sachiez répondre à la question. Et si vous allez prendre une décision, il faut que vous sachiez aussi sur quelle base vous avez pris cette décision. Donc, j'ai fait tout ce qui est même, j'ai fait des études de gestion et de droit, mais on a tout parcouru, donc toutes les étapes, dans une entreprise normale. Et puis, donc, je me suis retrouvée vraiment par hasard, pour dire, à l'UTICA. Il y avait quelqu'un aujourd'hui, je suis vraiment honorée de lui rendre hommage, l'ancien président l'UTICA, Elie Gilani, qui a beaucoup cru en les femmes. Il a pensé en 1990 à créer une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, parce qu'il a remarqué qu'il y avait une absence des femmes au patronat, dans les bureaux exécutifs, dans les différentes structures d'UTICA, régionales, sectorielles, etc. Donc, il a eu cette idée de créer la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Et m'ayant écouté une fois, lorsqu'il y avait le président de la Banque mondiale en visite en Tunisie, au cours d'un dîner-débat, j'ai posé une question sur, je ne me rappelle plus le temps, c'était dans le début de l'année, fin 89-90. Donc, il a pensé à moi, donc il m'a invité à être un membre fondateur de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Et comme ça, donc j'ai mis les pieds à l'UTICA. Après, lorsqu'il y avait aussi le projet, donc j'ai quitté un petit peu l'UTICA. Après, j'ai repris l'UTICA. Mais pour vous dire, j'étais une élève moyenne. Même à l'UTICA, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. J'étais très timide. Mais j'ai beaucoup appris, franchement. Et c'était en 2006, donc j'ai été, M. Gélène m'a appelé pour que je sois membre du bureau exécutif, donc sur sa liste, parce qu'il y avait des élections, et il fallait avoir un quota de 4 femmes. On était 4 femmes. Et on a suivi, donc 2006-2011, c'était le mandat, et c'était prévu que 2011, il y ait des élections à l'UTICA, mais lorsqu'il y a eu la révolution, tout a été retardé. Et par un pur hasard, M. Gilani a démissionné, et mes collègues se sont tournés vers moi pour me dire qu'il ne faut pas laisser comme ça, parce que vous savez, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de soucis au sein des organisations nationales. Un peu partout, on a voulu vraiment diaboliser et le monde des affaires, et le président du patronat, et les chefs d'entreprise, et les businessmen, les businesswomen. On a voulu tout tirer vers le bas. Mais pour nous, on était tellement fiers de notre organisation, on a voulu vraiment préserver cette organisation. Et donc, on m'a dit, toi, tu n'as aucun background politique, je n'ai jamais été ni sénateur, ni sénatrice, ni député, je n'ai jamais aucune liaison avec le pouvoir, rien du tout. Donc, vous êtes peut-être vous êtes la personne actuellement qui serait capable de diriger ce patronat. J'aurais dit jamais. Tout d'abord, je travaille, j'ai mes enfants, je travaille. Lorsqu'on travaille dans le privé, il n'y avait pas
de limites, donc on travaillait, donc on ne connaissait pas, nous, le week-end, samedi, la séance unique, j'ai jamais travaillé pendant les séances uniques, on travaillait matin et soir, donc lorsqu'on travaille, on avait besoin de travailler, j'avais ma valise prête, lorsqu'il fallait voyager, je voyageais, donc parce que pour vraiment rencontrer un client ou pour aussi discuter avec un fournisseur, et c'était, on a eu vraiment peur, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de soucis, si vous vous rappelez un petit peu en 2011, puisqu'on a voulu un petit peu mettre la main sur l'UTICA. Et c'était comme vraiment, ils m'ont supplié, ils m'ont dit, bon, je leur dis à condition, bien sûr, je demandais l'avis de ma famille, parce que moi je travaille en famille. Et puis, je leur dis, bon, on m'a dit que tu vas tenir juste 3-4 mois, juste le temps qu'on arrange, et après on va organiser le congrès, après tu peux partir. De ces 3-4 mois, je suis restée 6 ans et demi. Je suis restée 6 ans et demi, j'ai pris passion peut-être, et j'ai aimé, mais surtout, c'était aussi un défi. Et franchement, un défi parce que j'étais donc 3 mai 2011, été élue la première femme présidente du patronat et en Tunisie et dans le monde arabe. Et de 2, donc j'ai continué avec beaucoup de problèmes. Peut-être c'est pas le moment d'en parler, mais franchement, il y a eu beaucoup de soucis, de problèmes. Pas parce que j'étais une femme, pas du tout, non, mais parce qu'on a voulu vraiment mettre la main sur l'UTICA. Et 2013, donc on a eu notre congrès et j'étais élue par des hommes aussi, la majorité. Et j'étais la seule membre du bureau exécutif de l'UTICA. Et mes collègues hommes m'ont élu, moi, président du patronat. Donc, moi, je me dis, bon, ils m'ont élu parce qu'on n'a pas cet esprit, nous, à l'UTICA, de femmes et hommes, mais c'est tout peut-être une question de manière de gouverner, etc. Et ce qui m'a permis aussi, à l'UTICA, vraiment de travailler, de collaborer avec aussi bien le personnel administratif qui a été avec moi, on était ensemble une équipe, et surtout parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'UTICA qui étaient aussi mes collègues à l'université, pour dire. Donc moi je me suis retrouvée avec des amis, et puis aussi mes collègues au bureau exécutif et dans différentes structures de l'UTICA. On a travaillé ensemble, la main dans la main, pour vraiment changer cette image du patronat, essayer de mettre et d'être aussi une source de proposition, d'inspiration pour les jeunes. Et je pense que ça m'a permis de me forger une personnalité, ça m'a permis de connaître beaucoup mieux les gens. Et j'ai eu la chance et le plaisir de parcourir le pays, les 24 régions du pays, 3 fois au minimum. J'ai eu l'occasion de parler avec toutes les catégories des gens, parce que vous savez, au patronat, on avait toutes les catégories des gens. Moi, les gens disaient, elle est issue d'un milieu, moi je ne dirais pas bourgeois parce que c'est pas ça, mais aisé, mais comme j'ai appris à parler, j'ai appris à discuter, à respecter, à être écoutée. Et j'étais aussi très intransigeante avec la droiture et avec surtout la manière de gérer, parce que pour moi, je m'imposais en tant que chef d'entreprise, pas en tant que femme. J'ai jamais mis dans la tête que je suis une femme. Toujours pour moi, je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise qui doit gérer, qui doit gouverner et surtout qui doit écouter. Donc moi, je pense que j'ai donné en quelque sorte à l'UTICA, mais j'ai beaucoup appris l'UTICA. Est-ce que certains vous renvoyaient l'image que vous étiez une chef d'entreprise femme? Voilà. Est-ce que certains vous renvoyaient eux l'image que vous étiez? Non, jamais de la vie. Non, jamais, jamais. Il y a eu, bon, l'année 2011, surtout lorsque il y a eu donc l'entrée, moi j'ai décidé d'entrer dans le processus politique, dans le dialogue national. Il y a eu beaucoup de tentatives d'intimidation. On m'a tout fait savoir. Il y a eu comment dirais-je, sur le Facebook, des choses inacceptables, des campagnes inacceptables. Moi, je me rappelle, mon fils, à l'époque, il avait 16 ans, il venait en pleurs, et il n'acceptait pas qu'on insultait sa mère. Je dis, moi, jamais de la vie, moi, je m'en fiche, je sais ce que je suis, et ces gens, que la caravane passe et les chiens aboient, ça ne me dérange pas, mais on a fait une campagne d'intimidation incroyable, incroyable, juste même toucher à insulter mon père, insulter ma famille, etc., pour des choses qui sont complètement fausses et qui sont jamais acceptables. Moi, j'étais là surtout j'ai persisté et j'ai tenu bon à être là, à rester, parce que moi, je travaillais bénévolement. J'ai travaillé bénévolement pendant 6 ans et demi, j'ai touché aucun sou d'UTICA, au contraire, je payais de ma poche tous mes déplacements. Mais j'ai voulu aussi montrer que je suis tunisienne, je suis fière d'être, et je peux diriger ce patronat. Et je pense le fait que l'UTICA a eu le prix Nobel de la paix, c'est la première récompense internationale,
moi je pense que c'est une grande reconnaissance et pour le travail que nous avons fait et pour le travail de la Tunisie. Et je dis en toute modestie, moi c'est grâce à tout ce que j'ai fait, à toute aussi ma persévérance. J'ai été très courageuse aussi pour affronter beaucoup de choses. Je me rappelais lors de certains congrès régionaux dans certaines régions où j'avais des gens des ligues de protection de la Révolution qui étaient à 5-10 cm devant moi et qui étaient très agressifs. J'ai eu peur pour la première fois, je vous dis en toute franchise aujourd'hui, j'étais à Kairouan et des gens qui voulaient se présenter dans certaines listes se sont présentés, mais malheureusement on ne les a pas élus. Donc, et ils étaient tellement violents, et moi j'étais comme ça, debout comme vous, ils étaient devant moi pour vraiment vraiment tout remettre en cause. Et je ne sais pas comment j'ai eu ce courage de parler d'une manière forte, d'une manière tranchante, pour leur dire, voilà, ce sont les élections, si vous avez à vous plaindre, allez au tribunal administratif. Et pour moi, c'est fini, le congrès, il est déjà, ça y est, on a fini les élections. S'il vous plaît, sortez de la salle, je vais garder que les gens du bureau exécutif, on va faire donc la composition du bureau et c'est tout. Et moi, je vais rester ici, c'est à vous de sortir de la salle. Donc c'est là j'ai appris aussi à vraiment à tenir le coup, mais pour dire que franchement, et peut-être je vais pas vraiment cacher mais je suis en train de préparer un livre. Je vais écrire un livre pour parler un petit peu. Ah oui, je vais parler un petit peu de ce que j'ai encouru. Je vais parler un petit peu du Jasmin, de ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup des à côté que les gens ne connaissaient pas lors du dialogue. C'est pas pour parler de moi-même, non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de non, mais surtout parler un petit peu du rôle qu'on a joué tout le long du processus et avant 2011 et après 2011. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ouidet Bouchami, par rapport à ce qu'on retient, c'est que même si vous avez été élevé peut-être dans une famille aisée, que vous avez tenu, et vos parents aussi, à gravir les échelons dans toutes les entreprises, que ce soit celle de l'entreprise familiale ou au sein de l'UTICA. Et ça, c'est très important de commencer vraiment dès le départ. Et depuis le bas de l'échelle, c'est important pour arriver jusqu'au sommet. Une autre qui est arrivée au sommet, Biba Ribi. Pour qui tout n'a pas été très facile, tout ne vous a pas été donné, on va dire, parce que vous avez dû montrer déjà à vos professeurs vos talents et votre don pour l'athlétisme, là où votre professeur, vous pensez plutôt orienté basketball. Vous avez tenu bon pour montrer que vous avez ce don pour l'athlétisme. Après, plus tard, vous avez du mal aussi à vous imposer dans les compétitions internationales. Donc, racontez-nous un petit peu ce joli parcours. Comment vous êtes découvert d'abord ce don pour l'athlétisme? Bonjour, ça marche? Merci pour cette invitation. Je suis très honorée d'être parmi des femmes qui marquent l'histoire aussi pour la Tunisie, pour les femmes tunisiennes. Moi, je suis dans un autre domaine et c'est le sport. C'est vrai que c'était pas un parcours facile. Jusqu'à l'âge de 22 ans, moi j'ai commencé l'athlétisme à courir à 15 ans, ce qui est un peu tard pour commencer déjà à faire du sport ou à courir ou faire... Malheureusement, les conditions ne s'étaient pas présentées pour que je puisse faire du sport à l'âge de 9 ou 6 ans ou 10 ans. Donc, parce que je viens d'une famille aussi modeste qui est née dans le Rif de Korouen. Donc, je ne savais même pas ce que c'est l'athlétisme. Donc j'allais à l'école à pied. Moi, je faisais comme un peu le parcours de Madame la Ministre. Vous y alliez en courant. Oui, oui. Et d'ailleurs, je suis très, très... touchée par son histoire aussi, qui est marquante. Je suis née à Kairouan. À 9 ans, papa, il décide, bon, comme tous les papas, comme Madame Bouchamaoui, papa, il a étudié jusqu'à 6 ans, il a fait juste l'école primaire. Et après, en fait, il a commencé à travailler avec son père et son papa qui était un très grand champion aussi en équitation. Donc, mon grand-papa,
il faisait les courses de chevaux, il était très connu, il était honoré par Bourguiba à l'époque. Et donc papa, il faisait le travail, aller en Libye pour travailler et gagner d'argent pour qu'on puisse vivre. À 9 ans, il a décidé de partir à Sfax. C'est là parce qu'en fait, on est aussi une famille nombreuse. Et c'est à cause de mon frère qui a décidé, parce qu'il est parti faire ses études à Sfax. Et du coup, il a dit, bon, on va aller là-bas. Et moi, c'était un choc pour moi parce que changer l'école, changer mes habitudes et tout ça, c'était un choc. Donc j'ai eu un choc un peu... j'ai pas pu m'adapter à la ville. Donc pour moi, Sfax, la ville, je suis perdue. J'ai pas voulu aller à l'école. Je voulais pas, je dis papa, non, je peux pas aller. C'est pas mon monde. Moi, je vais revenir pour mes cousins, mes amis à l'école et tout ça. Donc j'étais une fille brillante à l'école. Et papa me dit, mais non, ma fille, c'est là, on va vivre ici. Tout. Bon, c'est vrai que j'ai passé une année blanche, j'ai pas pu aller à l'école, j'étais malade. Et après, papa me dit, allez Abiba, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu finisses tes études, c'est important et tout. Je dis, non, non, je veux pas. Après, bon, il a fini par me convaincre et j'ai repris mes études et voilà. Donc, parce que papa, pour lui, il travaille pour qu'on puisse faire nos études et tout ça. Donc, maman, elle était femme au foyer aussi. Elle travaillait beaucoup pour nous. Après, donc papa, il a continué à travailler et on ne le voyait pas beaucoup aussi, donc comme tous les papas. Et en fait, l'école, c'est loin de chez moi. Donc même à Sfax, c'était à peu près... À Kérouan, c'était à 9 km, je faisais 9 km par jour. À Sfax, c'était moins, 3 km. Donc c'est un peu moins. Mais quand j'allais à l'école, en fait, j'allais en courant. Donc je ne pouvais pas marcher très vite ou courir. Oui. Et même les voisins et tout, ils me voyaient courir, ils me disaient, mais pourquoi votre fille, elle court? Et c'est vous qui lui dites de ne pas marcher. Et je dis, papa, mais non, je peux pas, elle est comme ça. Et du coup, en fait, j'avais ce don, mais moi, je ne le savais pas. Donc, je cours, j'allais à l'école courir, je rentre en courant. Et aussi, j'avais aussi autre chose. Je rentre en courant pour aider ma mère à la maison, parce que j'avais mes frères et sœurs, que je dois m'occuper avec elle. Elle était tout le temps toute seule et tout. Je l'aidais à faire le ménage et tout, comme une grande fille. J'étais responsable, très très petite. Donc, du coup, voilà. Bon, c'est passé des années. À l'âge de 15 ans, ils organisaient une course. En fait, c'était le hasard que je suis dans le sport. Et je commençais l'athlétisme. C'était au lycée, c'est ça? Pardon? Au lycée, oui. Bon, j'ai fait ma 7e année à l'époque, primaire et 8e année. Après, on faisait des clubs l'après-midi, les vendredis, je ne sais pas s'il existe encore ou pas, mais moi, j'aimais la musique et le sport en même temps. Donc du coup, je faisais un vendredi sur 2, le sport. Et ils m'ont choisi au basketball. Et là, mon professeur, ils organisaient une course. C'était une course de 3 km cross-country, c'est dans la nature. Et donc, il ne m'a pas choisi et il y avait une copine à moi qui devait faire cette course. Et en fait, moi, je ne peux pas mentir, dire à papa que je dois aller juste pour l'encourager. Donc, je dis, moi, je ne veux pas participer, mais je vais aller pour l'encourager. Et papa me dit, non, tu dois rester aider ta mère à la maison et tout ça. Je dis, s'il te plaît et tout. Et donc, ma mère, elle a pu le convaincre et lui dire, voilà, laisse-la partir, ça va lui faire du bien et tout. Donc, je suis partie pour l'encourager. Et là, je me retrouve, c'est moi qui est sur le départ et je vais faire cette course. Donc, j'ai pris ces chaussures parce que je n'avais pas les baskets pour courir. Il y a la même pointure, j'espère. Oui, heureusement, c'était un peu grand, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je suis montée en cachette parce que j'ai dit à ma professeure, il y avait une femme. Et mon professeur, pour moi, c'était un homme. Donc, j'ai demandé à elle, j'ai dit, s'il te plaît, madame, laisse-moi monter dans le bus. Elle m'a dit, monte en cachette, il va te trouver au départ, il va rien dire parce que tu es loin du lycée. Donc, tu dois courir pour revenir. Donc, on a fait ça et ça a marché. Je me suis mise au départ, la première, je me suis dit, si, même s'il m'écarte, je ne vais pas avoir honte et tout ça. Donc, là, elle m'a dit, bon, Abiba, tu fais quoi? Je dis, je vais courir. Bon, cours et on verra après à l'arrivée. Et à l'arrivée, c'est moi qui gagne la course.
Et de très loin. Ça veut dire que quand il a regardé le chrono, je les suivais derrière, il me dit mais c'est pas possible, d'où tu viens? Ça veut dire c'est énorme, ton chrono et tout. Et donc bah, voilà, là j'ai gagné ma première course, c'était une course au hasard. Et là j'ai commencé à participer au championnat régionaux, j'ai gagné, après qualifié au championnat national. Après c'est là où j'ai commencé, je voulais juste toujours être la première et gagner. Et j'étais trop contente de gagner cette course parce que je suis partie voir mon père, je dis voilà, j'ai gagné, ils m'ont donné une coupe, je me rappelle et tout ça. Je dis voilà papa, peut-être je vais être une championne. Après il me dit ah tu vas devenir Gamodeya, ça veut dire comme Gamodi. Parce que papa il adore le sport, il encourageait beaucoup Gamodi, il faisait 60 km. Papa, c'était pas, il faisait ça à pied, il dormait parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Il allait pour regarder Gamodi à la télé courir, l'encourager. Et donc papa, il aime ça depuis petit, donc il m'a encouragé, il me dit vas-y. Et ça c'est important parce que toujours on doit quelque chose à nos parents et à ma maman aussi qui l'a convaincue pour que je puisse aller courir. Donc c'est très très important. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis arrivée, ce petit parcours qui était très simple pour moi au début, mais après c'était beaucoup de difficultés. Notamment pouvoir participer aux Jeux Olympiques déjà. Oui, voilà. Et là, ma première Jeux Olympiques que j'ai regardée, c'était en 2000, Sydney, et c'était à la télé parce que à l'époque, moi, je ne connaissais pas ce que c'est les Jeux Olympiques, participer, tout ça, papa. Il y avait 1 heure, c'est une chaîne algérienne qui passe. C'est même pas la Tunisie. Donc, comme l'Algérie, elle participait beaucoup, ils avaient beaucoup de... Enfin, ouais. Et chaque jour, ils mettent 1 heure pour regarder les Jeux Olympiques. Et là, papa, il m'appelle pour regarder la télé. Il me dit, regarde, c'est là, c'est les Jeux Olympiques, regarde, tu vas regarder les gens courir. Et par hasard, ce jour-là, c'était une Algérienne qui gagne la course. Elle était championne olympique en 1500 mètres. Elle s'appelle Nolia Mareh. Et en fait, elle courait, moi, quand elle arrivait à l'arrivée, elle pleurait, moi je pleurais avec elle. Et je me suis dit, un jour, est-ce que je vais être une championne olympique? C'est vrai que j'entendais papa parler de Gamodi, mais une femme, c'est aussi, ça m'a marqué cette image. Une femme, elle se bat contre les Américaines, les Russes, les Romaines. À l'époque, c'est énorme. Donc du coup, j'avais ce rêve. Je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais arriver? À l'époque, je regardais toujours les dessins animés. Si je regarde la télé, c'est que regarder les dessins animés. Et papa, il m'a dit, non, tu peux regarder les Jeux Olympiques pour connaître ce que c'est exactement. Et bon, rêver de participer aux Jeux Olympiques, c'est aussi un rêve. Après, être championne olympique, je pensais, enfin, c'est pas que je pensais pas, j'ai cru en moi, c'est vrai, il y a des gens qui ont cru en moi, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'on en fait des gens qui ne croient pas en vous? Vous les avez... Bah oui, enfin... Vous les avez ignorés, j'espère. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'obstacles. J'étais la meilleure, hein. Malgré... On était 7 filles en équipe nationale, et moi, mon coach, c'était un Roumain, et je lui dois aussi beaucoup mon succès, parce qu'à l'âge de 16 ans, je suis venue à Tunis. C'était difficile de quitter ma famille à l'âge de 16 ans, pardon, de Sfax à Tunis pour faire études et sport, au lycée sportif. Donc j'ai dû quitter ma famille aussi très jeune, et moi qui étais très attachée, en pleurant, je partais. Donc là, il a dit, je faisais le championnat Tunisie au cross-country, et il a dit, cette fille, elle a beaucoup de talent, elle peut être championne olympique, et elle a beaucoup de talent, donc il faut que vous la ramenez à Tunis pour que je puisse l'entraîner et tout ça. Donc j'ai parlé à papa, je dis oui, est-ce que je vais aller? Non, je ne peux pas être loin de vous et tout. Il me dit non, ma fille, c'est pour ton avenir, donc il doit y aller. Et je suis partie, et là, mon coach romain, il me disait toujours, tu sais que tu es la meilleure, malgré des fois, on se bataillait les filles, 6, il y en a une qui gagne, un jour c'est moi, un jour c'est l'autre, un jour c'est une autre, et c'était ça, en fait, c'était un challenge entre nous les filles. Et lui, il créait cette concurrence entre nous, mais avec amitié. Il nous dit, il faut qu'on se respecte,
Et quand on gagne, c'est chacune de vous, un jour, elle va être une championne. Mais quand on gagne, il vient spécialement me voir et me dit « Habiba, mais toi, tu es la meilleure entre toutes les filles. » C'est vrai, parce qu'en fait, il le voyait, il détecte. Et donc, moi, je me dis « Mais pourquoi toujours il me dit « Moi, moi ?» Donc, et il m'a donné cette, comment on dit, espoir d'être une championne. Et malgré tout, il y avait des gens qui te laissent pas vraiment rêver. Il y a des gens qui te disent non, tu peux pas y arriver, c'est impossible. Il y avait des filles qui ont arrêté. Il y avait mes copines avec moi. On était 6 ou 7, je vous dis. Elles étaient fortes aussi. Elles ont tout arrêté. Tout arrêté. Toutes. Quand je dis toutes, c'est quand je me rappelle, je me suis dit dommage, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas tenu bon. Ils n'ont pas eu cette comment on dit la rage de vaincre, de se batailler. Et moi, en fait, aussi, j'ai dû mon succès aussi quand je suis partie en France, parce que pour moi, c'est là où vraiment j'ai trouvé les portes ouvertes. Parce que rester en Tunisie, c'est vrai que j'étais forte, mais je ne pouvais pas faire des compétitions, concourir le monde, faire à l'échelle internationale et tout, pour que je puisse améliorer mes performances. Et il n'y avait pas les moyens, et en général, j'étais un peu une fille humiliée, on va dire. Ils prennent les autres filles, et moi, on ne me prenne pas pour faire des stages, pour faire des compétitions et tout. Et je me rappelle une fois, je pleurais parce que j'étais, on va dire, il y avait une fille entre moi et elle, on avait 1 an de différence. Moi, je suis née en 85, elle 85, moi 84, et elle était en deuxième année junior, et elle était en première année junior. On était qualifiés pour les championnats du monde junior. Et là, on perd une médaille. Pourquoi? Soi-disant que je suis plus âgée qu'un an, donc ils ont préféré l'emmener elle, et elle a fait une médaille, c'est vrai, médaille d'argent au championnat du monde junior, et on pouvait être les deux sur le podium. Et là, ils m'ont privé de ce titre. Et c'est vrai que papa, quand il parle, des fois il fait des déclarations, il dit ma fille, elle pouvait être championne olympique avant 2012, parce qu'ils m'ont pas donné les conditions, la chance pour que je puisse faire ce que je pouvais faire et pour montrer de quoi je suis capable. Donc ça m'a fait très mal. Et un jour, je suis comme ça, je reste, j'avais un ami. Il me dit, Habiba, il y a un club qui s'intéresse pour que tu puisses faire une licence si tu cours en France. Est-ce que tu es intéressée? Je dis, bah oui, pour moi, partir, je voyageais, c'est vrai, mais signer dans un club comme ici, c'est être professionnel, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, j'ai envoyé mon CV, mes performances, ils ont tout de suite accepté. Et la fédération, ils n'ont pas voulu me donner cette chance pour aller en France pour courir. Donc du coup, j'étais obligée de passer par mon club pour qu'ils me donnent l'autorisation. Oui, ils n'ont pas voulu. C'est ça, mettre les bâtons dans les roues, on appelle ça. C'est vrai que j'avais 22 ans à l'époque, en 2007, et j'ai dû parler aussi, revenir la décision à mon père, mes parents, et c'est là où je me suis dit, papa, c'est là ou jamais. Ça veut dire que partir en France, pour moi, ça va m'ouvrir les portes, je vais devenir professionnelle, je vais faire des compétitions à l'échelle internationale et tout ça. Donc voilà, je suis partie, et pour moi, c'était rigolo parce que en fait, j'avais tellement peur qu'on ne me laisse pas partir. J'ai dû partir, l'avion a fermé ses portes, elle a commencé à rouler. Et moi, j'appelle mon coach qui est tunisien parce que mon coach Roma, il est parti chez lui, donc il est reparti. Je l'ai appelé, je dis, écoute, monsieur, je suis partie, vous ne dites pas que j'ai déserté, mais je suis partie pour vraiment mon avenir. Et ce que je ne trouve pas cette chance pour que je puisse faire ce que je veux faire. Et je vais devenir une championne, vous allez voir. Et donc là, mais non, reviens. Je dis non, c'est fini. Après, je suis partie, et là, vraiment, c'est... Voilà, la France, c'est un autre... Le sport et surtout l'athlétisme, c'est un pays
qui respecte beaucoup les athlètes, et c'est là que... C'est surtout l'encadrement. Voilà, l'encadrement, l'infrastructure, les moyens aussi, parce que moi je ne pouvais pas faire des stages, parce que nous, notre spécialité, c'est dû au stage en altitude, on doit faire beaucoup de stages, beaucoup de sacrifices et tout, donc du coup ils m'ont donné ces moyens, et j'ai pu être qualifiée pour les Jeux Olympiques 2008 pour la première fois, et c'est là... mais là, ça m'a un peu aussi choquée, parce que quand j'ai appelé la Tunisie pour dire que je suis qualifiée aux Jeux Olympiques et que je peux participer, ils étaient en train de réfléchir, est-ce qu'ils vont me prendre ou pas pour participer dans la délégation. Pour représenter la Tunisie. Ouais, pour représenter la Tunisie. C'était une première, une femme en athlétisme qui se qualifie. Et j'étais en finale, et j'ai fait l'histoire aussi. Et c'est là que ça a commencé un peu... ma réussite. 2009, je suis numéro 4 mondial. 2010, c'était une année blanche, je me suis fait opérer. C'est ça les obstacles qu'on peut voir pour un sportif de haut niveau, les blessures, tout ça. Et en 2011, c'était l'exploit, c'était après la révolution. Et en fait, ma déclaration, c'est ça qui a fait la une de toutes les télés, je me rappelle très bien. Et j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, les journaux, tout ça. Et ma conférence de presse, il y avait la Russe, en fait, devant moi, parce qu'à l'époque, la Russe, elle était première et moi deuxième. Mais après, en fait, j'étais privée de mon titre, parce qu'ils l'ont... Je pense qu'ils connaissent l'histoire un peu, donc privée de mon titre, parce que la Russe, elle était dopée. Donc du coup, c'est moi qui ai récupéré les 2 titres après. Et tous les journalistes, ils étaient sur moi, parce que je dis, j'ai 17 médailles à la femme tunisienne. Et je suis fière de la représenter, je pense, si vous allez le retrouver. Donc, et voilà, c'est là. Et après, championne olympique en 2012. Voilà, c'est juste championne. Ouais, vice-championne du monde en 2015, meilleure en 2015. C'est un très joli parcours. Madame Chaoué, elle disait que je vais écrire un livre, moi aussi, je suis en train de c'est important de partager cette histoire avec les jeunes, et surtout, c'est eux qui peuvent être l'espoir de... Et ça, c'est un conte de fées du 21e siècle. Voilà. C'est un joli conte de fées. Merci beaucoup, mesdames. Avant de donner la parole pour que vous puissiez poser quelques questions, justement, à nos invités. Mais aussi, je voulais rappeler aussi que le ministère de la Femme, de l'Enfance, de la Famille et des Seniors est partenaire avec le Festival Disney et avec cette table ronde en particulier. Juste rappeler pourquoi l'importance de ce partenariat pour les princesses tunisiennes. C'est vrai que je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Disney, la Fondation Gobantini, l'Institut français de coopération et Mariam qui se cache derrière, qui fait un travail laborieux pour faire également l'Université centrale maintenant qui s'est rejoint à nous. C'est pour donner du rêve à tous les enfants et surtout les enfants les enfants qui sont pris en charge par le ministère de l'Enfance, des seniors et de la famille. Donc on veut leur donner du rêve. Et ce rêve se réalise et voir vraiment le bonheur dans les yeux de chaque enfant est important. Et bien sûr, ça a démarré il y a quelque temps et cette coopération j'espère, va continuer. Je veux juste dire 2 mots aux gens. Tunis, actuellement, est capitale de la femme arabe 2018-2019. Grâce à tout le travail des femmes et des hommes et la volonté politique de ce pays. 2019, Tunis sera la capitale mondiale de l'égalité de chance entre hommes et femmes. Après la Suède, ça sera Tunis. En 2020, Tunis sera capitale mondiale de l'enfance sans châtiment corporel. Tout ça, c'est pour dire que ce tout petit pays est tellement grand, est tellement généreux et qu'on travaille beaucoup malgré toutes les difficultés. Nous irons vers la gloire et la gloire sera
au nom de la Tunisie, hommes et femmes.